Bonjour, bienvenue à la prépa ISP. La vidéo que je vais vous présenter propose un corrigé du sujet du concours de l'INSP de 2022 pour l'épreuve de questions sociales qui portait sur la prise en charge des mineurs non accompagnés. Alors, à titre préliminaire, je rappellerai que cette épreuve consiste en une note d'analyse et de proposition à partir d'un dossier. Cette précision est importante, d'ailleurs elle est rappelée dans la première page du sujet, du libellé du devoir. Elle se rapproche en une note de synthèse qui vise notamment à utiliser les éléments du dossier, mais ce n'est pas une note de synthèse. C'est une note qui vise à faire l'analyse d'un problème au regard des éléments d'un dossier et ensuite de formuler des propositions sur ce même sujet. Le programme du concours, le libellé, les consignes du concours prévoient que le dossier ne doit pas dépasser 25 pages, c'était le cas cette année, pour l'année 2022. À voir toutefois que 25 pages, c'est quelque chose qui est relativement fictif, puisque rien n'interdirait de mettre 2 pages sur une seule, c'est d'ailleurs ce que faisait le dossier en 2022. Enfin, je rappelle que c'est une épreuve qui dure 5 heures. 5 heures, ça veut donc dire qu'il faut répartir son temps entre la lecture du dossier, la préparation de la note, du corrigé au brouillon et enfin la rédaction. Pour une bonne organisation, il faut consacrer au moins la moitié du temps à la rédaction, 1h30 à 2 heures maximum pour la lecture du dossier. Voilà, ces rappels étant faits sur l'épreuve, voyons maintenant le sujet. Le sujet portait sur la prise en charge des mineurs non accompagnés au titre de la protection de l'enfance. Ce que j'ai résumé en la prise en charge des mineurs non accompagnés. Pourquoi la protection de l'enfance ? Parce qu'en fait, c'est un champ spécifique de cette politique publique, c'est un thème assez particulier, et il est vrai que lorsqu'on regarde le programme de l'épreuve de questions sociales pour le concours de l'INSP, on ne voit pas apparaître spécifiquement les mineurs non accompagnés, on voit un peu apparaître les sujets liés à l'enfance dans le cadre des politiques sociales. En tout cas, c'est un thème d'actualité, avec une loi qui avait été adoptée en avril 2022, et qui était le sujet était d'autant plus saillant qu'il renvoyait à la question des relations entre l'État et les départements. Le dossier était riche, et en quelque sorte, je dirais que c'est un avantage. Il ne nécessitait pas nécessairement de connaissances spécifiques. Mais là encore, ceux qui connaissaient le thème du dossier avant pouvaient gagner du temps dans sa lecture et étaient indubitablement favorisés lors de la rédaction de la note. Je précise toutefois que le thème étant tellement spécifique que la proportion de candidats qui l'auraient anticipé et qui le connaîtraient était à mon avis très minoritaire. Si on regarde la convention de ce dossier, il est formé essentiellement de documents administratifs, ce que j'appellerais des documents officiels, des projets de loi, des examens de projets de loi, une décision du Conseil constitutionnel, plus exactement des extraits, un rapport du Sénat et les propositions, avec une exception qui est le document 9, qui renvoie à la Gazette des communes, qui en fait est une explication, une lecture de texte de la loi votée en avril 2022, et en quelque sorte, il faisait un peu l'écho du document 1. Pour ce type d'épreuve, je dirais qu'on attendait que vous fassiez preuve de bon sens. En effet, on vous demandait la traduction opérationnelle des politiques, et également d'inventivité, à savoir comment compléter le droit existant, voir comment il va s'appliquer. Là aussi, l'épreuve n'était pas si différente que ça celle des sujets proposés les années antérieures, puisqu'elle visait à partir d'un dossier qui permettait, a priori, qui s'autosuffisait, même si quelqu'un ne le connaissait pas, de montrer cette capacité à être en position décisionnaire. L'administrateur de l'État qu'aspirent à devenir les candidats est un décideur et il doit faire preuve de capacité à faire un certain nombre de propositions. Le corrigé que nous allons voir propose un plan détaillé, mais la copie de concours doit être entièrement rédigée, donc il faudra former des phrases, il n'est pas question de faire des tirets. Là, je l'ai retenu pour des raisons essentiellement pédagogiques, ce n'est pas un corrigé entièrement rédigé que vous avez, même si pas grand-chose, il s'agit de faire des phrases et des paragraphes, et surtout un manque par rapport à ce que vous auriez sur une copie, ce sont les transitions, des transitions à faire entre les parties, dont je vous ai fait grâce dans ce corrigé. Alors, voyons d'emblée quel est le corrigé. Déjà, première chose, c'est une obligation, vous allez faire une en-tête qui correspond à votre positionnement tel qu'il figure dans la note. Moi, je mets X.
Évidemment, vous n'avez pas à signer votre copie. Administrateur civil ou administratrice civile. Direction générale de la cohésion sociale. Le lieu, Paris, une date. Vous pouvez mettre celle du concours, moi je l'ai semble. Cette note est à mention de Madame la secrétaire d'État chargée de l'enfance, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, à mettre, je rajoute sous couvert de Monsieur ou Madame le directeur ou Madame la directrice de cabinet, puisqu'effectivement ça peut être aussi un conseiller spécifique. L'objet doit être rappelé, la prise en charge des mineurs non accompagnés au titre de la protection de l'enfance. Les références, je sais que certains le font, vous pouvez l'indiquer, pour moi la différence en termes de notes n'est pas fondamentale, de notes obtenues, pas de qualité de votre note telle que vous la rédigez. L'introduction est toujours la même, déjà des éléments de contextualisation. Je distinguerai une contextualisation générale d'une contextualisation de la note. Générale, je ne fais pas preuve d'originalité, la question des mineurs non accompagnés est devenue un sujet de préoccupation des départements qui déplorent la situation des dispositifs d'accueil et de prise en charge, et je pourrais ajouter, et un financement incomplet par l'État selon eux. Ça, c'est le contexte de la note, pourquoi ce sujet est important. Contexte de la note, c'est la loi c'est la loi donc de 2022 qui est relative à la protection de l'enfance, qui correspond à un besoin de modifier les pratiques, mais aussi de les évaluer. C'est tel que cela figure dans votre intitulé, dans le libellé du sujet. D'emblée, je rappellerai d'introduction ce qui sont les mineurs non accompagnés. Ce sont des personnes mineures, donc âgées de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, se trouvant sur le territoire français, s'explique à compétence territoriale, et sans adulte en charge de l'autorité parentale, c'est-à-dire non accompagné par un adulte. La problématique, elle est assez naturelle, il y a devoir d'humanité, vous êtes à la direction générale de la cohésion sociale, on attend un point de vue social. Quel équilibre entre le devoir d'assistance à les personnes vulnérables et de protection de l'enfance, garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits, c'est une formule qui figure dans le dossier qui, à mon avis, avait parfaitement sa place dans la problématique. Ça, c'est un des points. L'autre point, c'est que toute politique nécessite d'être déclinée, pose des problèmes de contraintes de gestion, un accompagnement, un accueil, un hébergement, des coûts financiers et également la capacité pour des administrations et des services publics de prendre en charge. C'est vrai de l'aide sociale à l'enfance, c'est le rôle, mais c'est vrai également, par exemple, des structures scolaires. Et on peut aussi considérer des structures des départements. Donc cet équilibre entre un devoir, une obligation sociale qu'on peut d'ailleurs rattacher, y compris à un devoir d'accueil de la France, et une mise en œuvre des gestions. Alors, je parlais d'équilibre, on aurait pu également rédiger dans quelle mesure et dans quelles conditions peut-on mettre en œuvre de manière optimale. Je le rappelle ici en italique, plusieurs points de vue sont possibles. J'ai pris un point de vue pondéré, modéré. Vous pouvez avoir un point de vue qui était plus lié, c'était le cas des collectivités locales, sur notamment les aspects de type immigration. Quel est le rôle au croisement de plusieurs politiques, de politiques migratoires et des affaires étrangères. Je ne l'ai pas retenu déjà parce que c'est un point de vue qui est plus marqué politiquement. C'est écrit par c'est un rapport qui est écrit par des sénateurs donc du Parti Les Républicains, et également parce que ce n'est pas le point majeur du dossier. Mais plusieurs points de vue sont possibles, et dès lors que vous les défendez, vous n'êtes pas jugé sur la rectitude de votre pensée ou sur votre capacité à vous conformer à une certaine doxa, mais sur votre capacité à argumenter, évidemment, dès lors que vous ne prenez pas de point de vue extrémiste. Le plan, c'est celui du sujet, même vous ne pouvez pas vous contenter de reformuler le sujet, de le reformuler tel quel, il va falloir le compléter, il va falloir aller plus loin. En fait, il y a 3 temps, un état des lieux, les difficultés rencontrées, les changements législatifs et réglementaires intervenus, notamment la loi de 2022, et enfin la mise en œuvre des propositions. Le plan que je vous propose est un plan en 3 parties. C'est volontairement que j'ai pris un plan qui n'est pas habituel. La plupart attendront plutôt que vous regroupiez les paragraphes 1 et 2, donc le état des lieux difficultés rencontrées sera le 1A, changement législatif et interréglementaire sera le grand 2 deviendra le 1B. Peu importe, ce qui est évident en tout cas, c'est que les questions liées à la mise en œuvre et aux propositions, c'est une note de proposition, doivent occuper une part significative de la copie.
Enfin, comme dans tout sujet, dès lors qu'on évoque des problèmes et les solutions, il y a un risque de redondance, puisque les solutions ont par rapport à un problème, le problème décrit ensuite la solution et vous redécrivez le problème. Ou en parlant du problème, vous anticipez déjà sur les solutions. C'est propre à l'exercice lui-même, ce n'est pas spécifique à cette épreuve. En tout état de cause, vous veillerez bien évidemment à éviter les répétitions. Ce que le plan corrigé que je vais vous proposer s'est efforcé de faire. Première partie. La première partie, c'est donc le constat, l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés. Et que révèle-t-elle, cette augmentation, des insuffisances du dispositif de prise en charge par les autorités publiques? Très sincèrement, j'ai hésité à mettre par les autorités publiques. Pourquoi? Parce que la prise en charge, bien sûr, on est dans le cadre de politique publique, mais elle pourrait être aussi par des acteurs privés. Première sous-partie, des raisons structurelles expliquant une tendance à l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés. C'est aussi là que vous auriez pu mettre la définition du mineur non accompagné. Comme elle figure en introduction, je ne la reprends pas dans cette partie. Par contre, je vais plus loin. Je précise généralement que ce sont des mineurs qui ont dont la date d'arrivée en France est quand ils sont âgés d'entre 16 et 18 ans, généralement en vue d'un projet scolaire et professionnel, et pas spécifiquement d'une demande d'asile. C'est même plus rare et c'est minoritaire. Alors, bien sûr, si vous connaissiez des éléments sur la demande d'asile, ils pouvaient être utiles. On verra que je les réutiliserai en partie dans le paragraphe proposition, mais ce n'était pas indispensable. Donc le profil des mineurs, donc proche de la majorité, on verra que c'est une incidence, notamment pour l'évaluation de la minorité. Le nombre de personnes déclarées mineurs non isolés, donc pas le nombre de personnes qui ont fait un dossier de demande de mineurs non isolés ou qui ont été examinés, a été multiplié par 3,5 entre 2014 et 2018. On est passé de 5033 mineurs non isolés reconnus par 2014 à 17 022 en 2018. C'est un élément qui figure à plusieurs endroits dans le dossier. On attend qu'il figure. Le chiffre de 2019 montre un léger repli. Le chiffre de 2020, le repli est plus net, 9524, mais c'est un contexte spécifique lié à la crise sanitaire. On observe plus généralement que le nombre d'entrées d'étrangers en France, y compris pour l'asile, était plus faible. Bref, ce sont des demandes qui sont en augmentation, inégalement réparties sur le territoire national. Paris, à lui seul, donc 1/30 de la population française, représente 1/5 des demandes, avec un taux de reconnaissance de minorité qui s'établit à 30%, alors que la moyenne nationale est à 40%. Dès lors, vous pouvez commencer à donner un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire sans répéter, c'est-à-dire des différences d'évaluation, sans anticiper, vous donnez des éléments qui permettront une fluidité de la copie, montrant une continuité de la réflexion. Des moments en augmentation qui devront être répartis, il y a un schéma de répartition sur le territoire national avec deux critères qui sont le critère démographique et le moment géographique. Vous aurez pu en citer d'autres, comme l'interdiction, par exemple, de séparer les fratries. La prise en charge et l'accompagnement sont défaillants. Ce point étant important, il fait l'objet de 2 diapositives. Première chose, le parcours de prise en charge. À un moment, il faut que vous l'évoquiez. C'est le document 7 du dossier. Vous n'avez pas, dans une copie, à noter les documents. Moi, je vous le donne pour des raisons pédagogiques, pour des raisons d'explication, que vous puissiez vous y reporter. Je dirais qu'il y a 3 étapes principales et même une 4e qui n'est pas dans le document 7. Premièrement, c'est l'arrivée. Le jeune va donner lieu à une évaluation de sa situation par l'aide sociale à l'enfance et il fera l'objet d'un accueil provisoire d'urgence que le dossier appelle également mise à l'abri, dont on apprend que la durée est en moyenne en principe de 5 jours. En cas d'acceptation, il fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire, OPP, soit par le procureur de la République, soit par le juge des enfants. Et enfin, il bénéficie de mesures d'assistance éducative qui relèvent du juge des enfants. Un autre point qui se combine, mais qui n'est pas dans l'assistance éducative, c'est l'obligation, non pas quand on est mineur, puisqu'il n'y a pas d'obligation de titre de séjour, mais majeur, d'avoir un titre pour résider en France. C'est donc requis lors de l'accession à la majorité à 18 ans. Cette question pose souvent des ruptures de parcours professionnalisants, des difficultés d'insertion pour des raisons administratives. Donc cette étape, on pourrait l'appeler 3 bis, mais je vous proposais de l'évoquer d'emblée. La question se pose pour les départements. Les départements sont compétents en matière de protection de l'enfance, ceci en application des lois de décentralisation de 1983. Et plus spécifiquement, c'est les services d'aide sociale à l'enfance qui les prendront en charge. Je fais une incise. Dès lors que vous utilisez un sigle, ils ne sont pas supposés connus du correcteur, et d'ailleurs dans la situation professionnelle réelle, administrative réelle,
vous pouvez vous exprimer, faire une note à quelqu'un qui n'est pas spécialiste du sujet. Lors de la première occurrence, les cycles doivent être développés en toutes lettres. Ensuite, vous pourrez utiliser les acronymes. Alors, ce n'est pas une vraie difficulté puisque les dossiers du concours de l'INSP sont bien faits, comportent toujours la liste des sigles. Et c'est bien utile parce que certains, je pense notamment à l'évaluation de la minorité, l'aide à l'évaluation de la minorité, l'AEM. Dans le dossier, ça figure, ce n'est pas explicité. En tout cas, dans certains documents où c'est évoqué, vous l'avez par contre dans la liste des cycles. Je ferme cette parenthèse. Les départements sont donc compétents. Or, les pratiques apparaissent extrêmement hétérogènes, longues, ça peut durer jusqu'à 6 mois lorsqu'on demande les papiers d'identité, et surtout sont fondées sur une suspicion de majorité. Le but, semble-t-il, serait de soupçonner que la plupart des jeunes seraient en fait des majeurs. Cela apparaît notamment dans l'impression des papiers d'identité, qui sont souvent supposés être des faux et qui peuvent entraîner des procédures pour faux usage de faux, le recours au fichier d'empreinte Visa Bio, puisqu'en effet un certain nombre de jeunes peuvent avoir fait une procédure de demande d'asile, or ce fichier d'empreinte est plutôt utilisé pour ne pas reconnaître la minorité. Enfin, la possibilité de recours à des méthodes illégales, qu'il s'agit des examens osseux, dont il était opportun de rappeler leur manque de fiabilité, voire les tests de maturation sexuelle, qui sont bien évidemment interdits. Alors, les départements considèrent que cette charge leur est indue, car elle relève selon eux de la politique migratoire, qui est donc de la compétence de l'État. Les principales difficultés se posent pour eux sur l'évaluation de la minorité, qui est fondamentale pour l'accès aux droits, et c'est une décision du président du conseil départemental, donc qui engage sa responsabilité, mais également du coût incombant au département. Certes, l'État offre une participation financière à cette prise en charge d'évaluation de la minorité, d'accueil immédiat, mais elle n'est pas pérenne, elle est en baisse, 92,4 millions d'euros inscrits dans le PLF 2022. Ceci dit, ça correspondait également à une tendance à la diminution. Plusieurs angles. Donc, premier angle, de rappeler la procédure. Deuxième angle, les difficultés pour le département. Troisième angle, les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés. On a déjà un peu parlé, mais rappelons la question du logement. Le logement en hôtel pour les jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance est particulièrement propre aux mineurs non accompagnés. Ce sont eux qui sont les plus nombreux. Sur le dossier le dit, 168 000 jeunes suivis par la SE. On n'a pas estimé pour l'aide sociale à l'enfance, mais vous pouvez voir, avec des jeunes en moyenne de 16 à 18 ans et 10 000 par an, on est à quelques dizaines de milliers. Donc un logement en hôtel qui parfois n'apporte pas les conditions de salubrité nécessaires et surtout qui ne permet pas un suivi social et éducatif. Et enfin, parfois même des jeunes à la rue, ce qui rend compte des lacunes de l'accueil provisoire d'urgence. C'est notamment dans cette phase de mise à l'abri qu'un certain nombre de jeunes se retrouvent à la rue. Ajoutons également les carences éducatives, pour des personnes qui ne parlent pas français, le plus souvent des carences affectives, parfois des violences sexuelles ou de l'exploitation, des questions qui renvoient à celles des réseaux et également au parcours migratoire. Mais ça, c'est un sujet que vous pouvez évoquer de manière subreptice, mais qui ne devra pas constituer l'essentiel de votre copie puisque le sujet ne porte pas sur la demande d'asile. Alors, s'il fallait faire une transition, on pourrait dire au regard de l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés et des difficultés récurrentes qui se posent, la loi a tenté de s'adapter avant même la loi du 7 février 2022. Bon, transition un peu fictive, après vous pouvez rajouter quelque chose de nouveau. L'idée nouvelle pourrait être que c'est une préoccupation du législateur, mais qui a été signalée par un certain nombre de rapports parlementaires, le rapport du Sénat, ça vous permet effectivement de montrer que c'est un problème signalé. Grand 2. Un régime juridique complété par la loi du 7 février 2022 pour répondre aux lacunes constatées. Grand A. Des réponses s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022. Là, c'est un plan assez classique. Avant d'arriver à la loi elle-même et à son contenu, je commence par présenter les antécédents. Les procédures de mise à l'abri et d'évaluation datent de la loi du 14 mars 2016. S'agissant de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, elle va être le fruit de plusieurs mois de concertation, donc menée en 2019, entre représentants des familles, les enfants, les travailleurs sociaux et les départements. Mais un certain nombre de mesures avaient déjà commencé à être mises en place et vont se développer sur un plan réglementaire. C'est le fichier AEM sur l'aide à l'évaluation de la minorité qui était épaulé progressivement à partir de 2019 et qui donne lieu à une modulation financière des aides aux départements selon qu'ils ont signé ou pas une convention pour la mise en œuvre de l'AEM. C'est un point important parce qu'on verra que ça revient lors de la loi de 2022 que cette disposition est reprise, c'est une procédure d'obligation.
Un décret du 23 juin 2020 précisant la contribution forfaitaire de l'État à la mise à l'abri de la situation des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Vous voyez également ces éléments dans le dossier, donc là aussi pas de difficulté particulière. Enfin, une instruction du 21 septembre 2020 sur l'examen anticipé du titre de séjour lors de la majorité. On parlait des ruptures de parcours. Vous avez donc une continuité entre les difficultés signalées dans la première partie et les réponses apportées. Le grand B, c'était un des points attendus, c'est en caractère un peu plus petit, je n'ai pas voulu faire de diapositive. Le dispositif issu de la loi du 7 février 2022 se fonde sur 4 priorités, alors c'est encore mieux de les mettre dans le titre si vous pouvez les caractériser. Première chose, éviter le placement en institution. À défaut des parrains et des marraines, un mentorat peut être mis en place. Le mineur peut aussi désigner une personne de confiance majeure. Pour ce faire, je précise que je m'appuie beaucoup sur le document 9, mais le document pouvait compléter. L'hébergement, une interdiction en principe de 2 formules d'hébergement à l'hôtel à compter de 2024, mais aussi dans les structures jeunesse et sport. D'ailleurs, ça n'a jamais été prévu par les textes que de telles structures puissent accueillir les mineurs non accompagnés. 2 points qui sont fondamentaux, la fin des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, avec les ruptures de parcours. La consécration du droit au retour à l'aide sociale à l'enfance pour les jeunes majeurs confrontés à des difficultés d'insertion sociale. La proposition systématique d'un contrat d'engagement jeune, l'accès à certains dispositifs, une priorité pour l'accès au logement social et les bourses d'enseignement supérieur qui sont en principe de droit. Enfin, l'entretien par les services de l'aide sociale à l'enfance au plus tard 1 an avant les 18 ans. Ça, c'est un examen donc, qui aura lieu au plus tard lors du 17e anniversaire. Un bilan qui sera effectué 6 mois après la sortie de la SE afin d'avoir un processus d'évaluation en continu. 4e point, l'évaluation et la répartition des jeunes. Certains départements tendaient à réévaluer la minorité de jeunes venant d'un autre département. Cette pratique est interdite. La répartition qui pose des questions compte tenu d'une répartition des mineurs non accompagnés qui n'est pas compatible avec les démographies, mais également avec les capacités d'accueil et la richesse des départements. Des conditions socio-économiques du département sont prises en charge, en plus des critères, mais aussi des actions menées, comme le nombre de contrats jeunes majeurs donc en direction des mineurs non accompagnés. Là aussi, c'est une mesure incitative pour essayer d'encourager les départements à mettre en place ce type de dispositif. Enfin, des obligations. Les départements doivent désormais recourir au fichier AEM et opérer des transmissions mensuelles au service de l'État. Donc, des mesures qui visent à une meilleure répartition, mais qui s'accompagnent d'obligations renforcées pour les départements. J'en arrive à la partie proposition. Des ajustements envisageables au regard du bilan à établir des nouvelles procédures. En effet, si le nouveau cadre législatif et réglementaire est en cours de déploiement, le fait même qu'ils sont en cours de déploiement fait que le bilan peut apparaître à certains égards prématuré. Les solutions proposées sont pragmatiques. L'hébergement en hôtel, d'ailleurs comme dans les structures qui relèvent du ministère de la Jeunesse et des Sports, ne sont pas formellement interdites, mais elles visent à disparaître. Surtout, il y a un délai de mise en œuvre qui a été beaucoup discuté. Là, vous pouvez prendre le document 3 qui est l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi. L'extrait qui vous est donné insiste sur cet unique point. Ce n'est pas une note de synthèse, on n'attend pas que vous utilisiez tous les documents, mais aucun document n'est inutile. Si ces documents peuvent figurer, utilisez-les. Enfin, la prise en compte que cette modalité d'hébergement est 2 fois moins coûteuse pour les départements, bref, passer de l'hôtel à des structures d'hébergement, va aboutir à des coûts qui étaient de 77 € par personne et pas de jour à l'hôtel et qui passent quasiment au double. Donc des solutions pragmatiques, des solutions qui visent aussi à permettre l'évolution des pratiques des départements. Le fichier AEM doit être contractualisé, fichier donc d'aide à l'évaluation de la minorité, ce qui veut dire aussi pourquoi le bilan ne sera pas immédiatement possible à établir. Enfin, il faut voir comment la loi interdit certaines pratiques. Il ne s'agit pas seulement de voter la loi, il faut s'assurer de son interdiction effective, qu'il s'agisse des méthodes d'évaluation de la minorité, de la révélation par d'autres départements qui est interdite. Là, je ne développe pas, mais vous étiez tout à fait habilité à faire des propositions avec des renforcements dans le cadre des contrôles de l'État, de contrôles inopinés sur pièce sur place. Vous pouvez aussi proposer que les corps d'inspection, l'inspection générale de l'administration affaires sociales, effectuent des contrôles et vous pouvez aussi faire un bilan par des méthodes, par sondage et par enquête. Bref, vous aviez là une certaine liberté d'organisation pour veiller à la mise en œuvre. D'ailleurs, ça figurait explicitement dans votre intitulé en vous demandant
qu'est-ce qui peut être mis en place, quelles sont les solutions qui pourraient être mises en œuvre. Ça, c'était le bilan. Le bilan, déjà, non seulement en voir de possibles évolutions, mais s'assurer déjà que ce qui a été voté par la loi sera bien appliqué. Dans un deuxième temps, de voir que de possibles évolutions visent à apporter une réponse coordonnée favorisant l'initiative. En fait, j'ai 3 points ici. Je vise aussi à garantir les droits du mineur non accompagné. Vous n'êtes pas obligé dans le titre de tout mettre. Réponse coordonnée favorisant l'initiative et les droits du mineur. Vous pouvez effectivement non accompagné, vous pouvez faire figurer tout ça dans votre titre de sous-partie. Premier rang, clarifier la répartition des compétences entre l'État et le département dans le cadre d'une meilleure coordination. La loi, non pas du 6 avril, mais du 6 février 2022, a créé un groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance et un conseil national pour la protection de l'enfance. Ça, c'est la dernière page du dossier. Évidemment, il faut attendre que ces décrets d'application soient publiés. Il y a également le financement de ces procédures. Vous pouvez là aussi faire des propositions pour associer d'autres partenaires. C'est toujours un peu dangereux parce que vous n'avez pas le contenu de ces instances. Améliorer l'évaluation du coût par les départements de l'accompagnement à l'accueil et à l'orientation des mineurs non accompagnés. Cette proposition est tellement récurrente dans l'ensemble du dossier, notamment dans le rapport sénatorial, qu'on ne peut pas ne pas en parler. D'ailleurs, c'est dit explicitement. Envisager de pérenniser l'aide financière de l'État. J'ai précisé envisager parce que tout ça a un coût. Revoir son mode de calcul, aujourd'hui considéré basé sur des flux, donc sur l'antériorité. Or, c'est pas parce qu'une situation antérieure existe qu'elle va se reproduire et quand les flux augmentent, on a tendance évidemment à minorer le besoin de financement. Vous pouviez aussi faire figurer ici la demande des sénateurs, la création d'un délégué interministériel. Je rappelle que tout délégué a un coût, même si on peut redéployer une partie des services de l'État. Un délégué interministériel pour les mineurs non accompagnés est une demande des sénateurs que vous pouviez aussi reprendre. Valoriser les bonnes pratiques en favorisant l'initiative locale. Là aussi, le dossier est très riche. Les appartements partagés, l'accueil par des familles bénévoles, c'est le document 8. Ce sont des éléments qui sont mis en place. Vous pouviez en proposer d'autres. Au-delà des appartements partagés, par exemple, vous pouviez très bien envisager des structures, par exemple à l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire de prise en charge par des associations de structures et de maisons et non pas par le secteur privé. Vous pouviez tout à fait enrichir les professions en la matière. Un deuxième point important, c'est le guide de bonnes pratiques. On a bien compris que l'évaluation de la minorité, mais aussi les mesures pour mettre fin à l'isolement des personnes, ceux que leurs mineurs non accompagnés ne sont pas satisfaisantes. L'idée que le guide des bonnes pratiques devienne une référence, c'est dans le dossier. Il y a également des propositions sur l'amélioration de la formation des professionnels en charge de l'évaluation. On voit en effet un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables, comme la prise en charge, par exemple, d'éléments sur le parcours migratoire qui ne correspond pas, ou des évaluations en fonction de la pilosité, sur l'âge, qui sont des éléments, et je ne parle pas évidemment des examens osseux, qui ne sont pas un critère fiable. Là aussi, le guide des bonnes pratiques, l'idée de le rendre opposable est une possibilité. Vous pouvez aussi parler de sa diffusion, d'une campagne de communication. Vous aviez une certaine liberté, sachant que les initiatives locales s'adaptent à des situations et qu'on attend sur une politique typiquement décentralisée, même s'il doit y avoir une coordination nationale, que vous encouragiez cette possibilité. Enfin, le dernier point concerne les droits du mineur non accompagné. Moi, je vous propose, alors ce n'est pas dans le dossier, une charte définissant les droits fondamentaux. Vous allez me dire, ce sont les droits à l'enfance. C'est déjà ce que prévoit effectivement un certain nombre de textes internationaux. Une charte, ça permet d'être un document qui pourra se décliner. Le droit à l'éducation. Là, c'est un point sur lequel insistent les sénateurs, notamment la préscolarisation, la possibilité d'accéder à l'école pour des personnes qui ne parlent pas français sans attendre la fin de la procédure. Le droit au travail, le droit au logement, le droit au séjour. Quand je parle de droit au séjour, on est là sur quelque chose d'assez novateur, puisque en termes de droits de l'homme, évidemment, il y a un choix à faire. Doit-on considérer qu'un étranger a un droit au séjour? La meilleure prise en compte de besoins multiples, les jeunes qui ont été victimes de violences, ceux qui sont en situation de handicap, c'est quelque chose qu'on voit apparaître de manière, j'ai envie de dire, transversale dans le dossier, de manière linéaire. Là aussi, vous pouvez faire des propositions, mais ceci dit encore, dans des proportions qui soient brèves. Vous avez vu que nous avons, en dehors des pages de présentation, une dizaine de diapositives. Ça fait déjà 8 pages. Vous pouvez écrire, si vous le souhaitez, quelques lignes. Vous pouvez aussi parler des violences sexistes. C'était une autre possibilité. Un autre axe est proposé dans le dossier, c'est le rapport du Sénat, page 10.
le contrôle migratoire, la répression par la création d'un fichier, ce n'est pas forcément incompatible avec ce que j'ai dit, mais c'est un axe un peu différent. L'heure étant en même temps, vous pouvez très bien proposer les deux. Là aussi, je vous le rappelle, vous n'êtes pas attendu non de recopier les propositions du dossier, on attend des nouvelles, et vous n'êtes pas non plus obligé de prendre position, vous n'êtes pas noté sur la prise de position, en tout cas, il faut qu'elle soit argumentée. Si, il y aura des prises de position, mais en tout cas, il y aura des orientations plutôt, des prises de position. Autre proposition que je trouvais intéressante, c'est dans le dossier à nouveau des sénateurs, de la page 13, c'est quel contrat jeune majeur, qui est directement axé sur les mineurs non accompagnés, mais après sur de droit commun. C'est le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, la garantie jeune. Et c'est là que si par vos connaissances personnelles, vous avez des éléments hors dossier, mettez-les. Rappelez quand a été créé le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, quand a été créée la garantie jeune, quels sont les objectifs, si vous pouvez le mettre, évidemment, là vous marquez des points par rapport à vos concurrents. Autre proposition qui n'est pas dans le dossier, permettre un accompagnement par un tiers à tous les stades de la procédure, dès l'évaluation. C'est un point qui est en filigrane dans le dossier. Devant le juge administratif, le mineur n'est pas en possibilité d'ester en justice en cas de rejet. La possibilité d'un accompagnement dès l'évaluation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, permettrait effectivement une meilleure garantie de ses droits. Autre chose, l'enregistrement des entretiens d'évaluation, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans tout ce qui va être le droit à l'enfance en matière de justice. L'enregistrement qu'on retrouve aussi en procédure pénale pour des procédures de cour d'assises est en fait une garantie puisqu'il permet notamment d'avoir un document opposable. Ce n'est donc pas un contrôle, ce n'est pas une mesure policière, c'est plutôt une mesure qui est de nature à garantir les droits de celui qui y est soumis. Mieux articuler l'accueil des mineurs non accompagnés avec les obligations découlant par la France de la Convention de Genève, dans un cadre communautaire, cela va de soi. C'est une proposition que je mets en toute fin pour ne pas confondre le sujet avec les questions qui relèvent du droit d'asile, mais qui, à mon avis, correspondaient à un complément nécessaire et bienvenu qui pouvait tout à fait être présenté, mais de manière, j'ai envie de dire, mineure. C'est votre note d'analyse et de proposition, c'est un peu comme la cuisine, c'est une question de dosage. Il faut des épices, mais il faut en même temps quelque chose qui soit parfaitement accessible, compréhensible et conforme à ce qui est attendu. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai été assez vite dans la présentation de ce corrigé. Je vous invite évidemment sur ce type d'épreuve à prendre aussi en compte le fait que vous devez suivre une méthodologie, que la méthodologie, ça passe par des entraînements, par des exercices, la note de synthèse avec proposition, la note d'analyse avec proposition qui est encore un peu différente, ce sont des exercices qui sont nouveaux, qu'aucun candidat au concours a priori n'a fait lors de son parcours scolaire et universitaire. Il est donc tout à fait naturel de vous y entraîner. Ceci, ce que je vous ai proposé, peut vous sembler effectivement long. Le corrigé n'a pas été fait dans les conditions de l'épreuve, c'est-à-dire 5 heures d'un seul bloc, mais il vous donne à peu près un aperçu de ce qu'il faut faire, en tenant bien sûr compte que tout ça doit être intégralement rédigé. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation pour le concours. Au revoir.